Aujourd'hui, on plonge dans un livre absolument fondamental, un véritable classique qui a dessiné la carte de notre monde intérieur, le moi et les mécanismes de défense d'Anna Freud. C'est un peu le guide stratégique des guerres silencieuses qui se jouent en permanence à l'intérieur de nous. Qui n'a jamais ressenti ça? Ce tiraillement, cette tension, d'un côté ce qu'on désire ardemment, et de l'autre ce qu'on se dit qu'on devrait faire. C'est une expérience que tout le monde connaît. Eh bien, c'est exactement là que notre exploration commence. Pour Anna Freud, notre psyché n'est pas vraiment un lieu de tout repos. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un véritable champ de bataille où des forces puissantes s'affrontent sans cesse. C'est une idée assez forte, non? Alors, cette bataille invisible, elle est vraiment au cœur de ce qui nous constitue. Ce qui est passionnant chez Anna Freud, c'est qu'elle nous dit que la psychanalyse, ce n'est pas juste l'étude de l'inconscient caché dans une cave. C'est avant tout l'étude de ce conflit, de cette guerre de tous les instants. Et au centre de ce tourbillon, on trouve le moi. Il faut l'imaginer comme un diplomate, un médiateur pris en étau. D'un côté, il doit gérer des pulsions internes super puissantes, et de l'autre, les contraintes du monde extérieur, de la réalité. C'est un boulot à plein temps, et c'est épuisant. Alors, pour bien comprendre le conflit, il faut présenter les combattants. Anna Freud, en s'appuyant bien sûr sur le travail de son père, Sigmund, va nous décrire les trois grands acteurs de ce théâtre intérieur. Alors, qui sont-ils? D'un côté, on a le ça. Lui, c'est simple, c'est la force brute. Il veut le plaisir, tout de suite, sans attendre. En face, il y a le surmoi. Lui, c'est le gendarme intérieur, la conscience morale, avec toutes ses règles, ses idéaux et sa capacité à nous faire sentir coupables. Et au milieu, le moi, notre héros en quelque sorte, qui essaie de trouver un compromis viable entre ces deux extrêmes tout en gardant les pieds sur terre. Ok, on a les combattants. Mais qu'est-ce qui déclenche les hostilités? Qu'est-ce qui met le moi sur le qui-vive? Le déclencheur universel, le grand signal d'alarme, c'est l'angoisse. Et là, c'est un point absolument central. Dans cette vision des choses, l'angoisse n'est pas du tout une maladie ou un défaut. C'est un système d'alerte, une sirène qui se met à hurler pour dire au moi « Attention, danger imminent, il faut faire quelque chose ». C'est un mécanisme de survie essentiel. Et ce danger, il peut venir de trois fronts. D'abord, une peur bien réelle qui vient du monde extérieur. Un lion, une voiture qui fonce. Ensuite, la peur du surmoi. C'est l'angoisse morale, la peur de se sentir coupable si on enfreint nos propres règles. Et enfin, la plus déstabilisante peut-être, la peur des pulsions du ça. C'est la crainte d'être complètement débordé par la force de nos propres désirs. Face à cette sirène de l'angoisse, le moi n'est heureusement pas sans ressources. Pour gérer la pression et se protéger, il va déployer tout un arsenal de stratégies, de véritables armes secrètes. Et ces armes, ce sont les fameux mécanismes de défense. Ce sont des tactiques que l'on met en place, le plus souvent de manière totalement inconsciente, pour se protéger de ce qui nous fait souffrir, de ce qui est trop difficile à regarder en face. Prenons un exemple pour que ce soit bien concret. La négation par le fantasme. C'est une tactique assez géniale en fait. La réalité est trop pénible, qu'à cela ne tienne, l'esprit la met de côté et la remplace par un scénario bien plus réconfortant. C'est une manière de réécrire l'histoire pour la rendre supportable. Anna Freud donne un exemple lumineux dans son livre. Elle parle d'un jeune garçon qui est absolument terrifié par son père, une figure très autoritaire. Comment son moi va-t-il se défendre de cette peur constante? C'est simple, il s'invente une histoire. Dans son monde intérieur, il a un lion de compagnie. Et ce lion, qui fait peur à tout le monde, eh bien c'est son meilleur ami. Il lui obéit au doigt et à l'œil. C'est brillant. Le lion, qui est clairement un substitut du père redouté, devient une source de puissance et de protection. La peur est transformée en maîtrise. La réalité est niée et le fantasme redonne le contrôle. On voit bien que ces mécanismes sont des solutions incroyablement ingénieuses pour survivre psychiquement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quel est le prix à payer? Quelle est la contrepartie de cette paix si chèrement acquise? C'est là que ça devient complexe. À court terme, le bénéfice est clair. L'angoisse est calmée, le moi respire. Mais à long terme, si ces défenses deviennent trop rigides, trop automatiques, le coût peut être énorme. On risque de se forger une sorte de cuirasse, de se couper de la réalité ou même de certaines parties de soi-même. Autrement dit, le remède peut devenir pire que le mal. Une défense qui a été utile à un moment donné peut se transformer en une véritable prison psychologique, qui nous enferme dans des schémas répétitifs et nous empêche d'évoluer, de grandir. Bon alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Plusieurs choses. D'abord que notre moi est un négociateur infatigable, qui travaille en permanence à maintenir la paix. Ensuite, que l'angoisse n'est pas une faiblesse, mais un signal vital. Troisièmement, que nous utilisons tous, absolument tous, des mécanismes de défense. C'est normal, c'est ce qui nous aide à avancer. Et enfin, le plus important, prendre conscience de nos propres mécanismes, c'est le début de la liberté. C'est le premier pas pour devenir plus souple, psychologiquement.
Au final, comprendre ce champ de bataille intérieur, ce n'est pas juste une affaire de théorie psychologique abstraite. C'est une invitation à se poser une question très personnelle. Quelles sont les stratégies inconscientes qui, là, maintenant, sont en train de filtrer, de déformer ou même de construire ma perception du monde? C'est une question un peu vertigineuse, mais elle est absolument essentielle.